Que se passe-t-il vraiment quand un pays n'a plus aucun choix? L'Ukraine aujourd'hui n'est pas en train de négocier une paix, mais bien de vivre un ultimatum imposé par ceux dont elle dépend pour sa survie. Quand la moindre aide, qu'elle soit financière, militaire ou politique, ne vient que de l'Occident, que reste-t-il de la souveraineté ukrainienne lorsque cette aide est soudainement conditionnée à l'acceptation d'un plan déjà rédigé ailleurs? La vérité, c'est que ce plan de paix n'est pas un compromis, mais une feuille de route imposée, où Kiev doit signer ce qu'on lui présente, faute de quoi c'est l'effondrement. Pas de débat, pas de négociation réelle, juste une alternative brutale, accepter la défaite ou affronter l'abandon total. Dans cette mécanique, la voix de l'Ukraine est étouffée. Celle de Moscou se tait, mais n'a jamais été aussi puissante. Car pendant que Washington et ses alliés orchestrent ce ballet diplomatique, la Russie, elle, attend silencieusement, sachant que, quoi qu'il arrive, le dernier mot lui reviendra. On pourrait croire à une paix choisie, mais en réalité, c'est une soumission organisée, une perte totale de souveraineté présentée comme un accord. Et si l'on accepte cette mise en scène sans la questionner, ce n'est pas seulement l'Ukraine qui disparaît politiquement, mais toute idée d'indépendance nationale. Pour comprendre comment ce piège s'est refermé, intéressons-nous maintenant aux leviers de pression qui ont rendu cette capitulation inévitable. Décortiquons ensemble les outils de contrainte utilisés et les décisions qui ont mené à cette reddition imposée. Avant le 26 novembre 2025, quelles étaient les options réelles de Kiev? Sur le papier, on parlait de choix. Mais dans la réalité, l'Ukraine avançait dans un tunnel étroit, sans issue véritable. L'économie ukrainienne était à bout de souffle. Sans les transfusions de capitaux occidentaux, tout s'arrêtait. Les salaires, les retraites, même le fonctionnement de l'État dépendaient de ces fonds venus de Washington, de Bruxelles ou de Londres. Sur le front, la situation n'était guère meilleure. L'armée ukrainienne n'existait plus que par la grâce des armes et du matériel livré par ses alliés. Sans ces livraisons, la défense nationale s'effondrerait en quelques semaines à peine. Les stocks locaux étaient épuisés depuis longtemps. La moindre menace d'un arrêt des aides sonnait comme une condamnation immédiate. Le gouvernement à Kiev comprenait parfaitement, sans Occident, le pays ne tiendrait pas un mois. Les discours sur la souveraineté devenaient alors de simples formules vides. Dans ce contexte, le pouvoir ukrainien ne disposait plus d'aucune marge de manœuvre réelle. Les négociations n'étaient qu'une façade. Les décisions se prenaient ailleurs. Les choix, eux, étaient dictés, pas débattus. S'imaginer que Kiev pouvait refuser ou imposer ces conditions, c'était ignorer la fatalité d'une dépendance mortelle. L'illusion d'un compromis masquait une reddition imposée par la mécanique froide de la géopolitique. Mais la pression ne s'arrêtait pas là. Au-delà des finances et des armes, d'autres leviers se sont actionnés, resserrant encore l'étau autour de l'Ukraine. Une capitulation moderne ne ressemble en rien à celle des manuels d'histoire. Elle ne s'accompagne pas forcément de drapeaux blancs ni de signatures solennelles, mais d'une mécanique de pression implacable, orchestrée loin du front. En novembre 2025, la reddition de l'Ukraine s'est déroulée sur 3 niveaux, ultra rapide et sans droit à l'erreur. Premier niveau, le chantage financier. L'Ukraine dépend presque entièrement de l'aide occidentale, tant pour ses salaires que pour maintenir une armée épuisée. À Washington, l'avertissement est aussi simple qu'effrayant. Toute aide peut être coupée d'un instant à l'autre. Sans injection américaine et européenne, le budget s'effondre en quelques semaines. Les salaires ne sont plus payés, les armes cessent d'arriver. Pour Kiev, c'est l'équivalent d'une asphyxie programmée. Le choix devient impossible, accepter l'accord ou s'écrouler. Deuxième niveau, un ultimatum temporel. Ici, pas de place pour des négociations interminables. La Maison-Blanche exige une réponse immédiate, signer ou faire face aux conséquences. L'administration américaine, pressée par des impératifs politiques internes, veut une victoire diplomatique affichée avant que l'actualité ne la noie dans ses autres crises. Le message est limpide. Pas de mois pour discuter, pas de marge pour réécrire. L'Ukraine doit plier, vite. Troisième niveau, l'isolement diplomatique. Les alliés européens, souvent considérés en soutien indéfectible, s'alignent à contre-cœur sur la feuille de route américaine. Même les plus fervents défenseurs de Kiev, comme Londres ou Varsovie, finissent par capituler devant la volonté de Washington. Les objections sont formulées à demi-mot, puis rentrées. Personne ne veut se retrouver seul à défier le chef d'orchestre. L'Europe se tait et l'Ukraine suit, privée de relais pour défendre ses intérêts. Tout cela va vite, terriblement vite. La rapidité du processus ne laisse aucun espace à la réflexion ni à la contestation. C'est moins une négociation qu'une exécution, un couloir sans issue. Kiev n'a jamais le temps d'émettre des alternatives, encore moins d'en choisir une.
Croire qu'il s'agissait là de véritables négociations, ce serait se tromper de lecture et ignorer la réalité du rapport de force. Pire, cela ouvrirait la voie à la répétition de ce modèle ailleurs contre d'autres États vulnérables. Mais au fond, alors que l'Occident impose ces conditions, reste une question essentielle. Qui réellement dicte la fin du jeu? Et si en réalité le dernier mot n'était ni à Washington, ni à Kiev, mais à Moscou? Derrière le grand spectacle des capitales occidentales, c'est dans la retenue de la Russie que tout se joue vraiment. Tandis que l'Occident s'agite, Moscou attend, imperturbable, des actes concrets et des propositions officielles, pas des déclarations médiatiques ou des promesses vagues. La position de la Russie est limpide. Aucune solution ne sera acceptée si elle ne respecte pas les accords d'anchorage. Pour Moscou, ces lignes rouges ne sont pas négociables. Elles constituent le socle fondamental de toute discussion. Les diplomates russes ne laissent aucune place à l'ambiguïté. Si les principes d'anchorage sont ignorés, il n'y aura pas d'accord, quels que soient les consensus occidentaux. Ce détail change tout, car sans l'aval explicite de Moscou, l'ensemble de l'édifice monté par Washington, Bruxelles et Londres ne tient pas debout. Toute la pression exercée sur Kiev, tous les compromis imposés par l'Occident, risquent de s'effondrer comme un château de cartes si la Russie refuse d'apposer sa signature. Le pouvoir réel, celui d'accepter ou de bloquer, reste concentré à Moscou. La Russie contrôle non seulement le tempo des négociations, mais aussi leurs modalités. C'est elle qui choisit le moment de répondre, la formulation de ses exigences et la manière dont elle impose ses conditions. Pendant que les chancelleries occidentales cherchent à gagner du temps ou à présenter un accord comme une victoire, la Russie, elle, ne se presse pas. Elle sait que c'est sa validation, et non celle des autres, qui donne du sens aux décisions finales. Sous-estimer cette capacité d'arbitrage russe, c'est faire preuve d'aveuglement stratégique. Prendre pour acquis le consensus occidental, c'est ignorer que Moscou détient le verrou essentiel, sans lequel tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Reste à comprendre ce que cette nouvelle donne impose concrètement à l'Ukraine, et comment la capitulation diplomatique se traduit dans la réalité quotidienne du pays. Derrière les formules diplomatiques, ce sont des réalités brutales qui s'imposent à l'Ukraine. Première conséquence, la démilitarisation. L'armée ukrainienne, qui comptait 1 200 000 hommes au plus fort du conflit, est réduite à 800 000, avec une capacité strictement défensive. Plus question d'opérations offensives, ni même d'autonomie stratégique. La puissance de dissuasion s'effondre en quelques mois. Cette transformation militaire s'accompagne d'une perte de souveraineté quasi totale. Les grandes décisions, qu'il s'agisse de politique extérieure, de sécurité ou d'économie, ne sont plus prises à Kiev. Elles sont dictées depuis l'étranger, par des capitales qui poursuivent d'autres priorités. L'illusion de l'indépendance demeure, mais la réalité du pouvoir s'est déplacée. Ce basculement ne se limite pas aux institutions. Psychologiquement, un mur est franchi. Le pays passe d'une posture de résistance à l'acceptation forcée, voire à la résignation. Les discours officiels cherchent à sauver la face, mais la société sait que le choix n'a jamais vraiment existé. L'humiliation s'installe, pesant sur la mémoire collective et sur l'identité nationale. Ce qui frappe, c'est la rapidité du processus. Aucun débat public, aucune consultation populaire n'est venu freiner la marche forcée vers la capitulation. En quelques semaines à peine, tout est décidé, imposé, entériné. Le pays subit sans que la population puisse s'exprimer ou même comprendre pleinement ce qui se joue. Il est crucial de ne pas banaliser ce déroulement. Derrière chaque chiffre, chaque signature, il y a l'effacement d'un État avec des conséquences qui s'inscriront dans la durée. Fragilisation de la sécurité, perte de confiance et multiplication des failles dans le tissu social et politique. Alors, que retenir de cette capitulation soigneusement emballée? De quelles leçons devons-nous nous souvenir pour l'Ukraine et pour le monde? Quand tout choix disparaît, que reste-t-il d'un État indépendant? Ce n'est plus une question théorique, mais la réalité brute que l'Ukraine a affrontée en novembre 2025. Derrière la façade des négociations, une mécanique implacable a révélé ses rouages. L'Occident, uni dans la contrainte, a privé Kiev de toute alternative, et la Russie, patiente, s'est retrouvée en arbitre silencieux du destin ukrainien. On parle beaucoup de compromis, de diplomatie et de recherche de paix. Mais si chaque option proposée mène à la même issue, peut-on encore parler de choix? L'Ukraine n'a pas négocié sa survie. Elle a signé sa reddition, une reddition maquillée en accord, dictée par des intérêts étrangers, acceptée parce qu'il n'y avait plus d'options viables. Moscou n'a pas simplement gagné militairement ou diplomatiquement, elle a imposé ses conditions en retirant toute marge de manœuvre à ses adversaires.
Ce qui s'est joué là, c'est la disparition du libre arbitre d'un État. Une nation qui fonde toute sa légitimité sur la résistance se retrouve acculée, privée de soutien, isolée par ceux-là même qui l'encourageaient à tenir bon. Quand la survie même dépend d'injections financières extérieures et que ces vannes se ferment sous pression, la souveraineté n'est plus qu'un mot vide. L'Europe, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont orchestré, étape par étape, la capitulation de leurs alliés, non pas pour défendre ses intérêts, mais pour stabiliser leur propre agenda. Ignorer ces dynamiques, c'est exposer d'autres nations au même piège demain. Aujourd'hui, l'Ukraine, demain, peut être n'importe quel autre pays pris dans l'étau d'intérêts contradictoires et de jeux de pouvoir. Le vrai risque, c'est que la mécanique vue ici se répète ailleurs, érodant progressivement la souveraineté et la capacité de décision des États. Alors, face à cette réalité, que reste-t-il ? Peut-on encore croire à l'indépendance nationale quand les leviers du pouvoir sont détenus à l'extérieur ? Cette crise n'est pas un accident, mais le symptôme d'un système où la souveraineté devient conditionnelle et réversible.